Dans les ruelles pavées qui serpentent autour des arènes de Nîmes, une croix huguenote se balance au rétroviseur d'une Peugeot garée devant un café. Cette image saisit toute la singularité nîmoise. Ici, l'héritage antique côtoie une autre mémoire, celle d'une foi minoritaire qui a façonné la ville pendant plus de 4 siècles. Nîmes la romaine est devenue la Rome protestante, un paradoxe qui révèle la complexité de l'histoire française. Car si Paris peut se targuer d'être le cerveau politique du royaume, si Lyon incarne le dynamisme économique, Nîmes représente quelque chose de plus rare. Une ville où la dissidence religieuse s'est muée en identité collective, où la résistance au pouvoir central s'est cristallisée autour d'une Bible traduite en français. Cette métamorphose ne s'est pas faite sans douleur, entre les massacres du XVIe siècle et les dragonnades du XVIIe siècle. Nîmes a vécu une histoire parallèle à celle de la France officielle, une histoire faite de rupture et de réconciliation, de persécution et d'émancipation qui interroge notre rapport contemporain à la différence religieuse. Contrairement à d'autres régions françaises où la réforme s'impose par le haut via la noblesse, le protestantisme nîmois naît d'un mouvement populaire porté par les classes moyennes urbaines. Dès 1540, des marchands revenus de Lyon ou de Genève rapportent des écrits de Calvin dans leurs bagages. Les imprimeurs, les drapiers, les artisans de la soie trouvent dans cette nouvelle théologie un écho à leur aspiration d'autonomie. Le terreau est favorable. Nîmes jouit d'une relative indépendance vis-à-vis du pouvoir royal, ses élites sont lettrées, sa position de carrefour commercial l'ouvre aux influences extérieures. Plus profondément, la culture languedocienne, marquée par l'héritage cathare et une certaine méfiance envers l'autorité centrale, prédispose la région aux dissidences religieuses. Pierre Viré, disciple de Calvin, effectue plusieurs séjours à Nîmes entre 1560 et 1565. Ses prédications enflamment les foules et accélèrent les conversions. Contrairement aux prédicateurs catholiques qui s'expriment en latin, Viré utilise la langue d'oc, créant une proximité inédite entre le clerc et ses ouailles. Cette révolution linguistique accompagne la révolution théologique. Dieu parle désormais la langue du peuple. En quelques années, la communauté protestante nîmoise s'organise selon le modèle presbytérien cher à Calvin. Un consistoire est élu pour gérer les affaires religieuses et disciplinaires. Des écoles sont ouvertes pour enseigner la lecture de la Bible. Un système d'entraide se met en place pour les plus démunis, anticipant sur les futures œuvres sociales protestantes. Le premier temple est édifié en 1560 dans l'actuelle rue de l'Aspic. Sa construction marque une rupture dans le paysage urbain. Contrairement aux églises catholiques ornées de statues et d'images, l'édifice protestant privilégie la sobriété. Pas de crucifix, pas de vitraux colorés, mais une architecture fonctionnelle centrée sur la chair d'où résonne la parole divine. Cette sobriété architecturale traduit une révolution spirituelle plus profonde. Pour les protestants nîmois, Dieu ne réside plus dans les ornements dorés des cathédrales, mais dans le cœur de chaque fidèle. Cette intériorisation de la foi bouleverse les rapports sociaux. L'artisan vaut autant que le noble devant Dieu, pourvu qu'il soit élu. Cette égalité spirituelle nourrit des revendications d'égalité civique qui inquiètent les autorités. L'implantation rapide du protestantisme suscite des résistances. Le clergé catholique, jusqu'alors dominant, voit son influence s'éroder. Les confréries traditionnelles perdent des membres. Les processions religieuses sont perturbées par des protestants qui dénoncent l'idolâtrie papiste. En 1561, un incident révèle la montée des tensions. Lors de la procession de la Fête-Dieu, des protestants jettent des pierres sur les statues de saints. L'émeute qui s'ensuit fait plusieurs blessés et annonce les violences à venir. Le lieutenant du roi tente de maintenir l'ordre en interdisant les assemblées nocturnes, mais la radicalisation est en marche. Ces premiers heurts révèlent un enjeu qui dépasse la simple question religieuse. À travers le protestantisme, c'est un nouveau modèle de société qui s'esquisse, fondé sur l'instruction, la responsabilité individuelle et la critique de l'autorité traditionnelle. Ce modèle séduit une bourgeoisie urbaine en ascension qui aspire à jouer un rôle politique plus important. Le 29 septembre 1567, le jour de la Saint-Michel, Nîmes bascule dans l'horreur.
Ce qui devait être une simple manifestation de force protestante se transforme en massacre. Les Huguenots, menés par le capitaine Bouillargues, s'emparent de l'hôtel de ville et procèdent à l'arrestation systématique des notables catholiques. Environ 80 catholiques, consuls, chanoines ou bourgeois, sont enfermés dans la cour de l'évêché. Dans un climat de panique et de surexcitation, la foule protestante perd tout contrôle. Les prisonniers sont massacrés un à un, leurs corps jetés dans un puits qui porte encore aujourd'hui le nom de puits des Carmes. Parmi les victimes figure l'évêque Bernard d'Elben, tué d'un coup de pique alors qu'il tentait de négocier. Ce massacre, contemporain des premières guerres de religion, reste moins connu que la Saint-Barthélemy, mais révèle la même radicalisation des antagonismes religieux. Il marque un point de non-retour dans l'histoire nîmoise. Désormais, catholiques et protestants ne peuvent plus coexister pacifiquement. La réconciliation nécessitera des générations. Les représailles ne tardent pas. Le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc, assiège Nîmes avec une armée royale. La ville résiste plusieurs mois, mais doit finalement capituler en mars 1568. Les meneurs protestants sont exécutés, leurs biens confisqués. Le temple est rasé et les cultes sont interdits. Nîmes semble revenu dans le giron catholique. Pourtant, la répression ne brise pas la communauté protestante. Profitant des troubles qui agitent le royaume, les Huguenots nîmois reprennent plusieurs fois le contrôle de leur ville. En 1569 puis en 1573, ils chassent les autorités royales et rétablissent leurs institutions. Ces alternances de pouvoir créent un climat d'insécurité permanente qui ruine l'économie locale. Chaque changement de majorité s'accompagne d'épuration, de confiscation et d'exil forcé. Les familles se divisent selon leurs convictions religieuses. Des frères s'entretuent, des voisins se dénoncent, et la guerre civile prend un caractère particulièrement cruel, car elle oppose des concitoyens qui se connaissent intimement. Guillaume de Joyeuse, nommé gouverneur du Languedoc en 1574, tente de pacifier la région par la négociation. Protestant converti au catholicisme, il comprend les aspirations des deux communautés. Sous son autorité, un modus vivendi s'esquisse. Les protestants obtiennent la liberté de culte dans certains quartiers en échange de leur soumission politique. Mais cette paix fragile ne survit pas aux soubresauts de la politique royale. L'avènement d'Henri IV change la donne. L'ancien roi de Navarre, lui-même converti, comprend la nécessité d'une coexistence religieuse. L'édit de Nantes, promulgué en 1598, accorde aux protestants français des droits civils et religieux inédits, la liberté de culte dans certaines villes, l'accès aux charges publiques et même des places de sûreté militaire. Nîmes fait partie des villes où le culte protestant est autorisé. Un nouveau temple est construit en 1601, cette fois avec l'autorisation royale. La communauté huguenote peut enfin sortir de la clandestinité et s'organiser ouvertement. Un collège protestant ouvre ses portes en 1605, attirant des étudiants de tout le Midi. L'Académie théologique, créée en 1617, forme les futurs pasteurs du royaume. Cette reconnaissance officielle transforme le protestantisme nîmois. Fini le temps de la contestation révolutionnaire. Les Huguenots deviennent des sujets loyaux du roi, soucieux de prouver leur fidélité. Ils investissent massivement dans le commerce et l'industrie, développant notamment la production textile qui fera la fortune de la ville au XVIIe siècle. Paradoxalement, cette intégration affaiblit l'identité protestataire du protestantisme nîmois. Les élites huguenotes, enrichies et anoblies, se rapprochent du mode de vie aristocratique. Elles délaissent parfois l'austérité calviniste pour adopter les codes de la sociabilité d'Ancien Régime. Cette évolution suscite des tensions internes qui fragilisent la communauté au moment où de nouveaux périls se profilent. L'édit de Nantes ouvre un siècle d'expansion pour le protestantisme nîmois. Libérés de la peur des persécutions, les Huguenots peuvent enfin déployer leur talent économique. Ils dominent rapidement le commerce des soies et des lainages, établissent des comptoirs à Marseille, Lyon, Paris, Londres. Leurs réseaux familiaux et confessionnels leur donnent un avantage décisif sur leurs concurrents catholiques. Les dynasties protestantes, les Guiraud, les Rabault, les Paulhan, accumulent des fortunes considérables qu'elles réinvestissent dans l'immobilier urbain et les terres agricoles. Leurs hôtels particuliers transforment le paysage architectural nîmois. Façades sobres mais élégantes, cours d'honneur dallées, jardins à la française.
Cette esthétique protestante qui allie dignité et discrétion devient un marqueur identitaire. L'enrichissement s'accompagne d'une promotion sociale. Les bourgeois protestants achètent des charges d'officiers royaux, deviennent consuls, capitouls, lieutenants généraux. Ils créent des académies savantes, patronnent des artistes, fondent des bibliothèques. Cette bourgeoisie éclairée anticipe sur l'esprit des Lumières. Elle valorise l'instruction, prône la tolérance et défend la liberté de conscience. Le collège et l'Académie théologique de Nîmes rayonnent sur tout le protestantisme français. Cette effervescence intellectuelle se traduit par une production éditoriale remarquable. Les imprimeurs protestants publient des traités de théologie, des recueils de sermons, des manuels pédagogiques. L'instruction populaire fait également des progrès spectaculaires. Chaque communauté protestante entretient une école primaire où l'on apprend à lire la Bible. Le taux d'alphabétisation des protestants nîmois dépasse largement celui des catholiques, créant un différentiel culturel qui perdure jusqu'au XIXe siècle. Cette avance éducative renforce l'identité protestante. Savoir lire, c'est pouvoir accéder directement à la parole divine sans médiation cléricale. Mais pourtant, cet âge d'or porte en lui les germes de sa propre destruction. L'enrichissement des élites protestantes suscite des jalousies. Leur influence croissante inquiète le clergé catholique. Et une partie de la noblesse, plus gravement. Pourtant, cet âge d'or porte en lui les germes de sa propre destruction. L'enrichissement des élites protestantes suscite des jalousies. Leur influence croissante inquiète le clergé catholique et une partie de la noblesse. Plus gravement, l'évolution politique du royaume remet en question les fondements de l'édit de Nantes. Louis XIV, parvenu à sa majorité, rêve d'unité religieuse. Influencé par ses confesseurs jésuites et par Madame de Maintenon, il considère la persistance du protestantisme comme un défi à son autorité. Dès 1660, il commence à renier les privilèges accordés aux huguenots, interdiction de construire de nouveaux temples, limitation des assemblées, exclusion de certaines charges. Ces mesures restrictives créent un climat d'angoisse dans la communauté protestante nîmoise. Les plus lucides pressentent la catastrophe à venir. Certains émigrent préventivement vers la Hollande ou l'Angleterre, emportant leurs capitaux et leur savoir-faire. D'autres tentent de négocier avec les autorités royales, multipliant les gages de loyalisme. Mais la machine répressive est en marche et rien ne peut plus l'arrêter. Les dragonnades de 1681-1682 donnent un avant-goût de ce qui attend les protestants français. Dans les Cévennes voisines, les soldats du roi s'installent chez l'habitant protestant et multiplient les vexations jusqu'à obtenir des conversions forcées. Le message est clair, l'heure de la réconciliation religieuse a sonné, de gré ou de force. Le 22 octobre 1685, Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes. D'un trait de plume, il supprime près d'un siècle de coexistence religieuse et jette les protestants français dans la clandestinité. À Nîmes, l'onde de choc est immédiate. Les temples sont détruits, les pasteurs emprisonnés ou contraints à l'exil et les écoles sont fermées. La démolition du Grand Temple, édifice emblématique du protestantisme nîmois, mobilise des centaines d'ouvriers pendant plusieurs semaines. Ces pierres sont vendues aux enchères, ces matériaux recyclés dans d'autres constructions. Cette destruction méthodique vise à effacer jusqu'au souvenir de la présence protestante. Seule demeure une plaque commémorative, discrètement scellée dans un mur de la rue de la Spique. Les nouveaux convertis, nom officiel donné aux protestants contraints d'abjurer, doivent désormais assister à la messe dominicale sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Leurs enfants sont baptisés de force dans la religion catholique. Les mariages célébrés selon le rite protestant sont déclarés nuls, rendant illégitimes tous les enfants nés de ces unions. Cette persécution systématique pousse de nombreux protestants nîmois à l'exil. On estime qu'environ 3000 personnes quittent la ville entre 1685 et 1700, soit près d'un quart de la population protestante. Ils emportent avec eux leurs capitaux, leurs compétences, leurs réseaux commerciaux, appauvrissant durablement l'économie locale. Ceux qui restent entrent en résistance. Commence alors la période du désert, terme biblique qui désigne la clandestinité protestante. Faute de temple, les fidèles se réunissent dans les garrigues environnantes, profitant de la géographie accidentée des Cévennes pour échapper aux recherches. Ces assemblées nocturnes, éclairées par quelques lanternes, recreusent les solidarités communautaires.
La répression s'intensifie sous l'impulsion de l'intendant Basseville, administrateur implacable qui traque les religionnaires avec un zèle particulier. Ses espions infiltrent les communautés, ses soldats multiplient les descentes. Les femmes surprises en assemblée sont emprisonnées à aigues-mortes dans des conditions épouvantables. Certaines, comme Marie Durand, y passeront des décennies, et nous y avons d'ailleurs consacré un podcast. La patience des opprimés a des limites. En 1702, l'assassinat de l'abbé du Chaïla, persécuteur notoire des protestants, déclenche l'insurrection des Camisards dans les Cévennes. Nîmes, trop surveillée, ne peut se joindre ouvertement à la révolte, mais la ville fournit secrètement armes, vivres et informations aux insurgés. Des bourgeois protestants financent l'achat de munitions, des artisans fabriquent des armes blanches. En 1787, l'édit de tolérance de Louis XVI met fin à près d'un siècle de persécution. Les protestants français retrouvent un état civil, peuvent se marier légalement et exercer des métiers jusqu'alors interdits. À Nîmes, cette reconnaissance tardive provoque une explosion de joie. La Révolution française accélère l'émancipation protestante. La Déclaration des droits de l'homme proclame la liberté de conscience, mettant fin à des siècles de discrimination légale. Les protestants nîmois s'engagent massivement dans le processus révolutionnaire. Ils fournissent des maires, des députés, des généraux. Leur expertise administrative, forgée dans la gestion clandestine de leur communauté, fait merveille dans l'organisation du nouvel État. Cette revanche historique ne va pas sans tension. Les catholiques nîmois acceptent mal de voir leurs anciens parias accéder aux responsabilités. La bagarre de Nîmes de juin 1790, qui oppose protestants et catholiques autour de l'installation d'une garde nationale, fait plusieurs morts et ravive les vieux antagonismes. L'intervention de l'armée rétablit l'ordre, mais les blessures mettent du temps à cicatriser. Sous l'Empire puis la Restauration, le protestantisme nîmois se reconstruit patiemment. En 1804, les articles organiques de Napoléon créent une église réformée officielle, dotée d'un budget et d'une hiérarchie. Le consistoire de Nîmes, rétabli après 2 siècles d'interruption, retrouve ses prérogatives religieuses et disciplinaires. Le nouveau temple, construit entre 1816 et 1822 sur l'emplacement de l'ancien couvent des Dominicains, symbolise cette renaissance. Son architecture néoclassique, inspirée des monuments antiques nîmois, réconcilie l'héritage protestant avec l'identité locale. Sa façade sobre mais majestueuse affirme la dignité retrouvée d'une communauté longtemps humiliée. L'instruction redevient une priorité. Dès 1803, une école primaire protestante ouvre ses portes rue des Greffes. En 1813, un collège secondaire est créé pour former les futures élites huguenotes. Ces établissements, dirigés par des pédagogues innovants, appliquent les méthodes d'enseignement mutuel développées en Angleterre. Et leur réputation dépasse rapidement les frontières confessionnelles. L'œuvre charitable reprend aussi ses droits. Une société de bienfaisance protestante voit le jour en 1818 pour secourir les indigents de la communauté. Un hôpital protestant est projeté, des crèches ouvertes, des cours d'adultes organisés. Cette philanthropie protestante, inspirée par l'idéal du progrès social, préfigure les grandes œuvres sociales du XIXe siècle. La monarchie de Juillet marque l'apogée du protestantisme nîmois. Libérés des entraves de l'Ancien Régime, soutenus par un pouvoir qui valorise les élites bourgeoises, les protestants investissent massivement d'espaces publics. Ils dominent le commerce et l'industrie locale, contrôlent la chambre de commerce, fournissent de nombreux maires et conseillers généraux. La presse protestante se développe rapidement. L'Écho des Cévennes, fondé en 1841, diffuse les idées libérales et défend les droits des minorités religieuses. Sa ligne éditoriale, hostile au cléricalisme catholique et favorable aux libertés individuelles, influence durablement l'opinion publique languedocienne. Cette modernité protestante se heurte parfois aux conservatismes locaux. L'arrivée du chemin de fer, soutenu par les négociants huguenots mais combattu par une partie du clergé catholique, divise la société nîmoise. Les débats sur la laïcisation de l'enseignement, sur la séparation des églises et de l'État, sur l'égalité des cultes, traversent toutes les familles politiques. Les lois Ferry sur l'instruction publique obligatoire suscitent l'adhésion massive des protestants nîmois. Traditionnellement attachés à l'éducation populaire, ils voient dans l'école laïque un moyen de généraliser l'instruction sans privilégier aucune confession. Paradoxalement, cette laïcisation affaiblit l'enseignement confessionnel protestant. Pourquoi maintenir des écoles privées coûteuses quand l'État offre un enseignement gratuit et de qualité ?
La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État divise le protestantisme nîmois. Les libéraux y voient l'achèvement de l'émancipation religieuse, la fin définitive du monopole catholique. Les orthodoxes s'inquiètent de la perte des subventions publiques et de l'affaiblissement des institutions ecclésiastiques. Ces débats révèlent les tensions internes d'une communauté en mutation. La Grande Guerre frappe durablement le protestantisme niçois. Proportionnellement plus instruits que la moyenne nationale, les jeunes protestants fournissent de nombreux officiers et sous-officiers et donc davantage de victimes. Les monuments aux morts des temples nîmois témoignent de cette saignée qui décime une génération entière. L'entre-deux-guerres voit naître une crise identitaire profonde. L'intégration républicaine, longtemps revendiquée, semble désormais achevée. Les protestants accèdent à tous les emplois, siègent dans tous les conseils et dirigent de grandes entreprises. Cette normalisation fait perdre à la communauté sa spécificité contestataire. La crise économique des années 1930 fragilise les bases matérielles du protestantisme nîmois. L'industrie textile, secteur de prédilection des entrepreneurs huguenots, subit la concurrence des pays à bas salaire. De nombreuses entreprises familiales ferment ou sont rachetées par des groupes extérieurs. Cette désindustrialisation affaiblit l'influence sociale et politique de la bourgeoisie protestante. L'après-guerre accélère les transformations du protestantisme nîmois. L'urbanisation massive transforme la sociologie locale. Aux vieilles familles bourgeoises succèdent des classes moyennes salariées, moins attachées aux traditions confessionnelles. Cette minorisation relative pousse les protestants nîmois à repenser leur identité. Fini le temps où ils pouvaient prétendre incarner la modernité, face à un catholicisme rétrograde. Le Concile Vatican II rapproche les confessions chrétiennes, l'œcuménisme estompe les vieilles querelles théologiques. Aujourd'hui, les protestants sont complètement intégrés dans un paysage religieux nîmois et aujourd'hui, dans les ruelles pavées qui serpentent autour des arènes de Nîmes, les croix huguenotes nous montrent que l'héritage antique côtoie cette autre mémoire, cette autre histoire de France, celle de la foi protestante, une foi minoritaire qui a façonné Nîmes pendant plus de 4 siècles. Nîmes est devenue Rome protestante pendant un pan de l'histoire française.